Merci. Non, moi, je n'ai pas touché à mon micro, donc je le garde. Eh bien, si vous voulez bien, on va passer au deuxième thème. Ça tombe bien, madame, vous avez Madame Bello-Champignon. Alors, Madame Bello-Champignon était présidente de Trisomie Essonne, donc tu l'as fort bien introduite, Olivier. Elle est maintenant la responsable, la chargée de mission, je ne sais plus, chargée de collaboratrice. C'est la coordinatrice, pardon, je n'arriverai toujours pas, du guichet des réclamations en santé. Il vient de se créer, donc il ne pouvait pas vous répondre avant. Il vient d'être créé et l'Essonne est l'un des 3 seuls départements de France à avoir ce guichet. C'est le Conseil territorial de santé qui l'a obtenu en Essonne. Et donc, il est en train de connaître, il va avoir ses premiers balbutiements, si je veux dire, sa première existence au mois d'avril. Alors, on l'a mis le 1er avril, mais j'espère que ce n'était pas une date fatidique. Et il vient d'être, en tout cas, il n'existe que depuis le 1er janvier en droit, et n'a de fond que depuis, donc il ne pouvait pas quand même, pour l'instant, répondre à beaucoup de dossiers. Voilà. Vous voyez, Monsieur Cluzot, que j'ai répondu. Non, pardon. Je m'assois. Bonsoir. Je reviendrai quand même sur un point qui me paraît essentiel parce que, enfin, quand je vais vous présenter les réclamations qu'on a déjà eues en phase de test, on est vraiment dans ce domaine de la santé qui touche toutes les politiques, y compris loisirs, y compris environnement, y compris logement. Et santé sanitaire, bien entendu. Donc ce guichet, comme l'a dit M. Nazelli, vient d'être créé. C'est une expérimentation qui a une expérimentation sur 5 ans avec... Pardon, une expérimentation sur 5 ans avec une évaluation à 2 ans pour voir si on l'en poursuit ou pas. Il a pour mission d'accueillir, alors vous le voyez sur les petits brochures qu'on vous a données, sa mission est vraiment d'accueillir et d'accompagner les plaintes, réclamations et demandes de médiation en santé. Il n'a pas du tout vocation à traiter les réclamations, mais simplement à orienter les personnes vers le bon dispositif et s'assurer ensuite que la réponse qui a été donnée à l'usager est en adéquation avec ses attentes, ou en tous les cas dans des délais raisonnables et qui ne nécessitent pas d'autres recours. Alors ce qui est important, c'est qu'il s'adresse à toute personne qui réside en Essonne ou à toute personne en dehors de l'Essonne qui utilise un dispositif de santé en Essonne. Donc ça a vocation à toucher énormément de monde. Pardon. Il se propose d'écouter, alors vous l'avez en facile à lire et à comprendre à l'intérieur de la brochure, écouter vraiment dans la neutralité, sans jugement, toutes les réclamations, en fonction de l'efficience d'amener la personne vers un dispositif de recueil des réclamations ou non. On informe les usagers de leurs droits, on les renseigne sur leur possibilité de faire les démarches. On les oriente du coup vers l'institution compétente. Et avant ça, les expérimentations qu'on a faites en phase de test, les personnes ont besoin aussi qu'on les aide à rédiger. Les personnes arrivent avec un gros paquet qui est emmêlé de problématiques qui touchent plusieurs domaines de réclamation. Et il faut vraiment prendre le temps de se poser, de les écouter. Je vous ai fait la démarche, vous l'avez en schéma dans la brochure. Ce qui est important, c'est que le guichet n'a pas vocation à se substituer aux organismes qui traitent les informations. Ça, faut vraiment, vraiment que tout le monde en soit conscient. On ne pourra pas traiter votre réclamation. On pourra simplement s'assurer qu'elle est arrivée au bon endroit et qu'il y a une réponse qui vous est apportée. Ah bah ça, il est arrivé au bon endroit, parce que c'est moi qui l'ai déposé. Bon. J'ai jamais eu de réponse. Hein. Voilà. Il y a quand même 70% de la population qui ignore ses droits et beaucoup de gens aussi ont peur, simplement peur de le dire, ou sont épuisés par d'autres. La problématique, s'il y a de la maladie qui vient, qui entraîne des problématiques de logement, qui entraîne des problématiques de chômage. On est avec des situations souvent dramatiques et il faut vraiment prendre le temps de les écouter. Alors pour ça, on a besoin de pouvoir s'appuyer sur des réseaux avec, là je parle aux élus parce que vraiment on aura besoin d'eux. Le guichet en soi a une existence physique pour 2 ans. On est 2 salariés, Bénédicte Amba et moi-même.
qui est assistante. Mais le but, c'est surtout de monter un réseau d'écoutants et de correspondants. Il y aura un système informatique qui va être mis en place au fur et à mesure, parce que là, la tâche est assez énorme, pour pouvoir permettre aux acteurs de terrain d'être eux-mêmes les écoutants. Et plus il y aura de réseaux, et plus ça se rapproche des écoutants. Ce guichet, en première année d'expérimentation, va démarrer sur les territoires qui ont signé des contrats locaux de santé avec l'ARS. Au bout d'un an, logiquement, si tout fonctionne bien, l'expérimentation est étendue à tout le territoire. Quand je vous dis qu'en 10 jours, j'en suis à 8 réclamations, alors qu'il n'y a eu quasiment pas de publicité, de communication sur ça, et aujourd'hui, c'était 3. Donc, on est en train de monter en charge. Donc, imaginez quand ça sera sur tout le territoire. Et il est impératif qu'on puisse s'appuyer sur les CCAS, sur l'EHPAD, sur tout ce qui peut exister, même qui ne dépend pas, les CDU, bien sûr. Évidemment, les CDU. Voilà, mais je me dis peut-être une agence Pôle emploi avec quelqu'un à l'intérieur qui se sent de prendre du temps bénévolement pour ce dispositif ou qui est mis à disposition par son employeur. Je vous ai préparé des petits chiffres. C'est la première fois que je fais un débat, donc j'avais fait un grand texte. Voilà. J'ai plus que 8 secondes, donc juste pour vous dire, sur les 8 réclamations qui sont en cours, donc 5 ont été recueillies, 3 sont programmées pour les jours qui arrivent. Elles concernent aussi bien la CAF que des bailleurs sociaux, que des établissements sanitaires, que des établissements médico-sociaux, que la MDPH, que la RS et que la SNCF. Voilà où on en est. Voilà. Merci. C'est pas moi. Non, c'est pas Et oui, parce que effectivement, la maltraitance, c'est aussi des trains qui ne passent pas, des personnes qui prennent froid, qui ratent des examens, qui ont des angoisses, qui sont obligées de financer par elles-mêmes des transports type taxi ou Uber pour remplir leurs fonctions. Ça fait partie de la maltraitance et je l'ai dit il y a quelques jours à une conseillère départementale qui s'occupe de la RASC, ce n'est pas simplement la propreté des gares, il va falloir commencer à s'attaquer réellement à des choses qui sont assez insupportables pour l'ensemble des citoyens de l'Essonne. Et je dis cela parce que je vois souvent qu'Isabelle Perderoux sur Facebook communique sur le fait qu'elle n'a pas réussi à avoir un RER pour aller travailler. Bon, mais alors, c'est pas le guichet des réclamations qui fera que les trains roulent à l'heure, mais il n'en demeure pas moins qu'il est important que nous sensibilisions tout le monde au fait que tout est bien santé. Bon, alors, vous l'avez vu, on est partenariat malade aidant soignant. Nous sommes maintenant dans un débat, je vais peut-être faire que 25 minutes, parce que je vous signale que la première demi-heure a duré déjà presque 1 heure. Donc, si j'ai des demi-heures d'1 heure, ça va quand même être un peu long. 25 minutes sur ce partenariat malade aidant soignant. Nous avons privilégié, vous l'avez vu, quelque chose qui est propre à l'Essonne, le guichet des réclamations. On s'est battu depuis 2016 pour l'avoir, on l'a eu. Maintenant, on va l'expérimenter. Et merci à Madame Bello-Champignon et à son assistante récente, dont je n'ai pas encore retenu le nom, parce qu'elle est là depuis 2 jours, mais j'imagine que dans 6 ans, j'aurai retenu le nom, de travailler là-dessus, parce qu'effectivement, je suis un peu le travail. Allez écouter des gens qui sont en profonde souffrance et qui vous apportent des dossiers de problèmes qui n'ont pas été réglés depuis 5, 6, 10 ans parfois. Ça vous donne, effectivement, c'est extrêmement long. Et ça demande effectivement beaucoup d'analyse et puis trouver les bons interlocuteurs pour qu'il y ait les bonnes réponses, puisque l'objectif du guichet, c'est d'obtenir une réponse. Après, qu'il plaise ou pas, mais au moins obtenir une réponse. Vous avez bien compris, madame. Donc pour l'instant, voilà. Je vais passer la parole. Alors, on a 30 minutes, on va procéder de la même manière. Je vais essayer de faire fonctionner mon téléphone mieux que ça. Qui veut parler, prendre la parole sur partenariat malade aidant? Derrière moi, pardon. Monsieur, ensuite il y a monsieur. Alors, moi, je voudrais crier sur un problème vraiment, pour moi, qui me semble important, parce que quand on parle de santé, on disait bien-être, etc. Moi, je pense qu'il y a un problème essentiel, c'est sur le maintien à domicile. Voilà, il faut revaloriser les métiers liés au maintien à domicile.
je m'occupe du maintien à domicile sur ma communauté de communes. C'est absolument dramatique de pouvoir recruter des personnes. Alors, c'est des métiers ingrats, mal payés, mal considérés, difficiles physiquement. Et franchement, avec les salaires qui sont proposés, je trouve ça absolument dramatique. Donc, il faut revaloriser tous les métiers liés au maintien à domicile. Nous aurons des personnes qui seront plus soutenues chez elles, qui seront plus accompagnées, et ça, je pense que c'est très important. Donc ça, c'était quelque chose dont je voulais vraiment parler ce soir. Vous avez raison, notre société confie les personnes les plus fragiles, handicapées, personnes âgées, enfants, à des personnes qu'elles ne forment pas, qu'elles ne paient pas et qu'elles ne respectent pas. C'est quand même très paradoxal dans le pays des droits de l'homme. Vous avez... Attendez, il y avait, si je, Isabelle, il y avait monsieur au fond qui avait demandé la parole avant. Ah ben oui, c'est le docteur, j'avais pas vu, oui. Qui ne veut pas être filmé. Non, je ne veux pas être filmé, mais qui veut quand même poser une question. Allez-y, docteur. Oui. Non, moi, je peux parler pendant 4 heures, donc je suis un petit peu bavard. Rassurez-vous, je tiens quand même à féliciter les maires de certaines communes qui ont dans leur commune des accueils Alzheimer. Ça, c'est très important, Madame Guidez. Je remercie à Saint-Chiron d'avoir un accueil Alzheimer, mais j'ai aussi d'autres accueils pour des enfants, avec des maisons médicales, pas des maisons familiales qui ont vraiment, pour moi, une importance primordiale. Le maintien à domicile dont Madame la conseillère a parlé est pour moi primordial. J'ai eu malheureusement le malheur de perdre ma maman il y a quelques mois. Si j'avais pu trouver des personnes pour l'accompagner, pour comprendre son problème psychologique qu'elle avait, ça aurait été fantastique. Malheureusement, c'est impossible. Ou alors à des prix, n'en parlons même pas. Hein. Là, quand je vois par exemple que que les personnes qui peuvent aider à domicile vont être payées par le CESU 20 € de l'heure, c'est-à-dire 10 pour le patient et que la famille, et 10 qu'ils vont avoir, je trouve ça aberrant. 20 €, c'est très bien, mais avec ça, ils vont rester une demi-heure, 1 heure auprès de la personne. Ils vont à peine lui parler parce que ils vont aider à faire un peu de jardinage, un petit peu de bricolage, mais c'est pas ça dont les patients ont vraiment besoin à domicile. C'est une écoute, une parole. Ce que va faire la Poste avec ces factures qui vont passer au domicile moyennant 19,90 € pour les familles, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment, vraiment une aide à domicile beaucoup plus importante. Les tarifs... Moi, je connais une personne en Bretagne qui, malheureusement, vit dans un lit médicalisé 24 heures sur 24. Elle n'a pas d'aide le week-end. Le mari est obligé de s'occuper d'elle le week-end. Cette dame, malheureusement, pèse 150 kilos. Le mari doit, le week-end, l'aider à faire la toilette. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'en France, on n'ait pas d'aide le week-end pour ces personnes-là? Non. Je crois qu'il faut vraiment, vraiment penser à tout cela. Et c'est le handicap en général. Moi, j'ai la chance, en plus, quand on parlait des plaintes, je suis le médecin médiateur de cet hôpital, donc je reçois les réclamations. Il y a des plaintes qui n'ont aucun sens parce que, la personne a attendu, mais entre guillemets, aucun sens. Mais quand une personne attend 8 heures aux urgences, 8 heures pour être vue, ou qu'elle attend dans le froid parce qu'il y a des problèmes, je ne parle pas que d'Arpajon. Ça, c'est pas... Je ne parle pas que de mon hôpital, parce que cela, c'est malheureusement dans plein d'hôpitaux. Les attentes sont infernales. Certaines personnes arrivent un soir à l'hôpital, elles attendent 6 heures, elles s'en vont, elles reviennent le lendemain. Je connais une personne dans ce cas-là, dans l'Assemblée. Je n'ose pas dire qui. Mais c'est pas normal. C'est pas normal cela. Il y a vraiment un énorme problème et il faut vraiment revoir toute notre politique de santé en France. Pas qu'à Arpajon, pas que dans le territoire de l'Essonne. Moi, je dis bien, c'est la France entière. D'accord. Je répète,
Je réitère ce qu'a dit Madame la conseillère, c'est la France entière, la politique de santé. Arrêtons d'être un petit peu dans notre petit monde arpajonais, estonien. Non, la santé, c'est la France. Merci, docteur. On est bien d'accord, mais je pense qu'en Essonne, on trouve des aides à domicile le dimanche. Mais oui, ça, je vous assure que oui, puisque j'avais devant les yeux quelqu'un qui sortait. J'avais le président d'une association d'aide à la personne qui est sorti juste au moment où vous avez parlé de cela et qui est rentré au moment où vous... Et à côté de vous, vous avez une auxiliaire de vie sociale dont je sais qu'elle travaille le dimanche. Voilà. Donc il n'y a pas que la Bretagne, mais c'est pour ça qu'on s'intéresse à l'Essonne. Madame Isabelle Perdeau. Aussi des infirmières. Voilà, je voulais juste sensibiliser le problème du vieillissement des personnes en situation de handicap. Les aidants, souvent, ce sont des gens qui sont restés dans leur famille. Et les aidants, évidemment, ne sont pas éternels. Et ça pose un problème quand les aidants décèdent, parce qu'à un moment donné, il faut placer ces personnes. Nous avons été voir la maison de Valentine il n'y a pas très longtemps, qui en fait est une maison qui permet aux personnes handicapées qui sont à l'âge de la retraite de pouvoir être domiciliées et avoir des activités et une vie heureuse au sein de ce foyer. Et donc, ils ont un problème, c'est qu'ils ont l'argent, ils pourraient construire d'autres maisons, mais on leur interdit. Donc, il y a un problème. Oui, il y a un problème, puisqu'on a été, Jocelyne Guidé était avec nous, il y avait aussi Dominique. On a été sensibilisés à cette problématique. Et moi, je trouve qu'au niveau national, il faut quand même se poser la question, parce que les aidants, en effet, ne sont pas éternels. Une fois qu'ils sont tous épuisés, que fait-on des personnes qui se retrouvent seules et parfois sans famille? Donc, voilà, je voulais vraiment... Oui, vous avez raison, je ne veux pas répondre comme... Et ça devrait être considéré comme des logements sociaux. Oui, on est bien d'accord. Il y a certainement cet effet. Je ne veux pas répondre à la place du président de la CDAPH qui est dans la salle, mais c'est un sujet qui revient à peu près à chacune des séances de la Commission du droit à l'autonomie des personnes handicapées, c'est-à-dire tous les mardis matins et tous les jeudis matins au moins. Alors, attendez, on a madame et vous, monsieur. Oui, moi je voulais dire qu'effectivement, on est tout à fait d'accord. Vous pouvez vous représenter, je suis désolé, parce qu'on a quelqu'un qui note et qui ne vous connaît pas forcément. Jacqueline Morel, représentante des usagers. Je voulais dire par rapport justement, effectivement, au métier de l'aide à domicile, comme le personnel aussi dans les établissements et le personnel hospitalier, c'est vrai que ça nécessite effectivement que ces personnes soient reconnues, que leur salaire, que leur formation soit adaptée aux personnes qu'elles accompagnent, enfin qu'elles aident, et je veux dire que leur rémunération soit en conséquence. Par contre, il y a aussi une reconnaissance à avoir des aidants familiaux, enfin non professionnels, de la part des professionnels. C'est-à-dire qu'il y a une complémentarité entre les deux, et je pense que c'est important que ça soit, qu'il y ait justement cette complémentarité et que les deux soient reconnus. Je remercie Madame Guidez pour le projet de loi qu'elle a fait par rapport aux aidants. Oui, vous avez raison, c'est un sujet que le Conseil territorial de santé avait posé il y a quelque temps. C'est le problème qui est prévu par 2 décrets. Je vous passe la parole, mais je remplis en même temps que le micro s'y fonctionne. Effectivement, c'est le problème de l'information sur la santé avec ce fameux secret médical qui ne devrait pas être un secret, sur lequel peut-être Philippe Parang tout à l'heure sera appelé à parler. C'est effectivement qu'il faut que toute la chaîne, jusqu'à l'auxiliaire de vie sociale, puisse prendre part et au traitement et à l'information pour que le parcours de la personne âgée en situation de handicap malade puisse être traité. C'est un des points qui est remonté très souvent lors des débats du PTSM. Allez-y, monsieur. Non, vous vouliez... Là, il y avait monsieur, et puis après, on a madame Guidez.
Je fais dans l'ordre pendant ce temps-là. Blaise Bamouni à nouveau, pour parler cette fois-ci du soutien aux aidants familiaux. On a trouvé un terme peut-être joli, les aidants naturels, comme s'ils avaient le choix. Bon, ça fait joli. Nous avons créé un groupe de parole et de soutien pour les parents de personnes ayant un handicap, notamment l'autisme. Nous réglons les honoraires de la psychologue qui organise ces séances, mais tout le monde ne peut pas y venir parce que ça se tient le samedi et très souvent, c'est le jour où les parents prennent leurs enfants des établissements. Et donc, il n'y a personne pour s'en occuper. Vous voyez, pour dire, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment une réflexion globale qu'il faut avoir, parce que même quand on essaie de faire les choses, il y a toujours quelque chose qui manque. Et puis, toujours pour le soutien aux familles et aux aidants, j'entends dire qu'il faut solvabiliser les aidants, qu'il faut qu'on puisse leur donner de l'argent, etc. Mais il y a beaucoup de parents ici qui accompagnent soit des personnes handicapées, soit des personnes âgées. Les personnes sont usées. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. J'ai des parents, ça fait 40 ans que la mère n'est pas allée chez un coiffeur. Ça fait 20 ans qu'elle n'est pas allée dans un restaurant. Ils n'ont plus de vie sociale. Et on nous dit qu'on va faire en sorte qu'ils puissent s'occuper. On va les former. J'ai entendu ça. On va former les aidants. Mais ils sont déjà éreintés, fatigués. En tout cas, Merci. Madame Guidez, je crois. Voilà. Attendez, on va vous passer. Pendant qu'on y est, tant pis pour une fois. Une fois n'est pas coutume, je vous passe. Merci bien. Bon, bonjour à tous. Je crois que c'est la première fois que je fais partie d'un débat et j'ai le droit de parler. Donc je vais en profiter un petit peu. Ça doit être enregistré. Ah, d'accord. Je change de sucette. Écoutez, aujourd'hui, moi, je suis très heureuse d'être parmi vous. Tout simplement parce qu'on va parler des proches aidants. Et je sais de quoi je parle. Puisque moi-même, ma sœur a une fille handicapée qui est atteinte du syndrome de Rett. Donc je crois qu'il y a des médecins qui sont parmi nous, donc vous savez très bien ce que c'est que le syndrome de Rett. Voilà, c'est un handicap très lourd. Et j'ai vu ma sœur, j'ai vu mon beau-frère se détériorer, le mot n'est pas trop fort, au fil des années. Et quand je suis arrivée au Sénat, je me suis dit, il est grand temps qu'on fasse quelque chose pour les proches aidants. Alors, je n'appelle pas aidant naturel, parce que bien sûr que ce n'est pas naturel. Bien sûr qu'on ne devient pas aidant pour se faire plaisir aux côtés de sa famille, que ce soit d'un enfant, que ce soit d'un parent atteint de la maladie Alzheimer. C'est peut-être pour ça là, que dès que j'ai été mère, je me suis attelée à faire une maison pour personnes d'accueil de jour, pour personnes atteintes de la maladie Alzheimer. Donc j'ai commencé à travailler, j'ai fait une loi dessus. Elle a été votée à 100% au Sénat, au-delà des partis politiques, parce que ce n'est pas une loi qui appartient à la gauche, à la droite, qu'importe. C'est un problème sociétal, social. Donc c'est une loi qui appartient avant tout, moi je dis, aux aidants. Mais sauf que quand elle est arrivée à l'Assemblée nationale, cette loi a été complètement désossée. Elle n'aurait même pas dû être débattue, puisqu'ils ont fait une motion pour qu'elle ne soit pas débattue. Mais heureusement, je dois avoir une petite étoile au-dessus de la tête, elle a pu être débattue. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, je dirais le ministère de la Santé m'a tendu la main. C'est-à-dire qu'il ne restait plus que 2 articles. J'ai pu réintégrer 4 articles, puisque j'ai fait aussi passer une loi qui venait de l'Assemblée nationale sur le cancer pédiatrique. Et les aidants en faisaient partie. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir vous dire,
dont il va faire partie, les 4 articles qui font partie de cette loi, qui a été votée hier et qui sera votée le 9 mai à l'Assemblée nationale, et où j'ai eu l'assurance du ministère de la Santé qu'ils feront voter cette loi. Voilà. Donc vous voyez, voilà. Alors, pour moi, ça ne va pas assez loin, mais j'ai eu aussi l'assurance de Madame Buzyn, puisque ça faisait partie de l'article le plus important de ma loi, c'est-à-dire la rémunération du proche aidant pour les congés. Voilà. Donc ça va se faire. Alors, ce qui reste au niveau de ma loi qui a été votée et qui sera votée le 9 mai, je vais vous le dire. Donc, l'article 1er, ça oblige les branches entreprises à négocier sur la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. Et croyez-moi, ce n'était pas gagné, de l'aidant. L'article permet également de les rendre prioritaires au compte personnel de formation. Et ça aussi, c'est important. Pourquoi ? Parce que quand on part d'une... Je suis aussi chronométrée, maître... C'est comme au Sénat. Mais oui, je suis moins dur que le président du Sénat. Bon, ça va. Je vais essayer d'aller assez vite, mais quand même pour vous expliquer exactement ce que c'est. En fait, quand un aidant part pendant 2 ans, 3 ans de son entreprise, simplement pour aider quelqu'un de sa famille, quand il revient dans l'entreprise l'a pas attendu. Elle a continué à avancer, d'accord ? Et puis, en plus de ça, le personnel, parfois, c'est plus le même. Les amis qu'il avait sont plus là, et il se retrouve avec de nouvelles personnes. Donc je pense que c'est important que la formation, pour lui, quand il revient, soit prioritaire. Donc ça, c'est passé. Ensuite, l'article 5 étant le relayage aux agents publics. Cela favorisera le déploiement de l'expérimentation et redonnera du temps de répit aux aidants. Voilà, ça aussi, c'est important. L'article 5 bis permet à la conférence des financeurs d'utiliser une partie des ressources qui sont allouées par la CNSA pour financer des actions en faveur des proches des aidants. Et ensuite, l'article 6 permet une identification de l'aidant. Donc moi, au début, je voulais que ça soit sur la carte vitale. Apparemment, c'était compliqué, je ne vois pas trop où, enfin qu'importe. Et de l'aider en inscrivant leur nom sur le dossier médical partagé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le dossier médical partagé, il y aura le nom aussi bien de l'aidant que de l'aidé. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que quand j'ai fait les auditions, j'ai rencontré une personne, elle avait un époux qui a eu un accident de voiture très grave, qui est aujourd'hui handicapé. Il y a une infirmière qui passe tous les matins, mais elle va travailler, parce qu'il faut bien faire tourner, n'est-ce pas, la famille, la boutique, comme je dis. Et là, elle me dit, mais moi, s'il m'arrive quelque chose sur la route, personne ne sait qu'il y a un aidé qui m'attend à la maison. Voilà, le fait que ce soit sur le dossier médical partagé, ça permettra en tous les cas de le savoir. Voilà, donc vous voyez, on avance. Vous allez certainement trouver qu'on avance doucement. Même moi, j'ai trouvé que ça avançait trop doucement, mais peut-être parce qu'on est concerné et que parfois, on ne voit pas toujours les choses comme tout le monde. Mais c'est déjà bien, ça avance. Et c'est déjà bien que ça puisse, en tous les cas aussi, avancer à l'Assemblée nationale. Je remercie cette main tendue, parce qu'au début, ça n'a pas été facile. Et ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est arrêtons de faire de la politique quand il n'y a pas besoin d'en avoir. Voilà. Arrêtons de... Voilà, avançons ensemble. C'est ce que j'ai envie de dire, c'est avançons ensemble, surtout quand il s'agit d'un sujet sociétal. Merci à vous, merci pour votre écoute. Merci beaucoup. 2 autres questions, et puis on va... Encore 2 questions, s'il y en a. Mais apparemment, vous avez l'air d'avoir épuisé... Ah, pardon. Monsieur Perdereau. Donc, bonsoir à tous, Charles-Henri Perdereau. J'avais une question concernant le statut des AVS, des auxiliaires de vie scolaire. Voilà, parce qu'on a beaucoup parlé, effectivement, les plus âgés, mais il faut également penser aux plus jeunes. Et aujourd'hui, il y a une vraie carence par rapport au statut donc, des auxiliaires de vie scolaire, et également sur une formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a accès à un public qui atteint des fois parfois de polyhandicap, et qu'il faut effectivement être formé par rapport au type de réaction. Et aujourd'hui, effectivement, il faudrait une revalorisation de ces formations, mais également surtout qu'on leur donne une formation adaptée, parce qu'on ne peut pas s'occuper d'un élève qui a des difficultés et dont on ne connaît pas en fait les réactions.